Bonjour et bienvenue pour une première vidéo de physique. Donc aujourd'hui, on va parler d'oscillateurs, ou encore parfois appelés des systèmes oscillants. De quoi s'agit-il? Mais en fait, un oscillateur est un système qui est caractérisé par une certaine position d'équilibre et qui effectue un mouvement oscillatoire périodique autour de cette position d'équilibre. Les oscillateurs sont beaucoup utilisés dans le domaine de la modélisation de la nature et par conséquent jouent un rôle important en physique ou encore en ingénierie. Aujourd'hui, on va étudier un type spécifique d'oscillateur, à savoir le pendule simple. Et chaque oscillateur est caractérisé par ce qu'on appelle sa période d'oscillation et qui est souvent appelée T. Donc T est la période d'oscillation. Et une autre grandeur physique qui caractérise un mouvement oscillatoire, c'est sa fréquence. Donc en fait, le T, c'est le temps que met l'oscillateur pour effectuer une oscillation complète. Et F, souvent appelé F, c'est la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde que ce système effectue. Donc en fait, la fréquence F, c'est l'inverse de la période. Donc c'est le nombre d'oscillations qu'effectue l'oscillateur au cours d'une seconde. Et une troisième grandeur physique reliée à ces deux concepts-là, c'est la fréquence angulaire et qui est définie généralement de la manière suivante. On la nomme souvent oméga et elle est définie comme étant la multiplication entre la constante 2π en radians fois la fréquence. Donc en fait, ça sont les trois grandeurs qui caractérisent un mouvement oscillatoire. Donc comme je l'ai déjà annoncé, on va parler aujourd'hui du pendule simple, qui est en fait le système oscillatoire, le système oscillant le plus simple à étudier, mais qui possède déjà toutes les caractéristiques d'un oscillateur. Donc de quoi s'agit-il? En fait, le pendule simple, c'est assez simple pour expliquer. Il s'agit en fait d'un fil de longueur L. Donc un fil de longueur L qui est attaché quelque part à un support, ici, un support fixe. Et au fil de longueur L, donc d'un côté il est attaché au support fixe et de l'autre côté on a attaché une certaine masse, une boule de masse m, petit m, et qui effectue donc un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre qui se trouve quelque part ici, et donc qui effectue ce mouvement oscillatoire au cours du temps. Donc généralement on distingue entre ce qu'on appelle les oscillations sans frottement, donc sans perte d'énergie, ce qui est une situation idéalisée évidemment. Mais ici, on va aussi se limiter donc, à cette situation-là. Il n'y aura pas de perte par frottement d'air. Donc, par exemple, on suppose que le système effectue son oscillation dans le vide, donc il n'y a pas d'air, et qu'il n'y ait aussi pas de frottement ici au niveau du clou auquel la corde, qui fait le lien entre la corde et la partie fixe où le pendule est attaché. Donc ici, on a un système oscillatoire sans frottement, donc sans perte d'énergie. Voilà, donc on a ici cette boule de masse m qui est accordée à ce fil de longueur L et qui effectue donc ce mouvement oscillatoire. Et donc le but en fait c'est d'établir une équation différentielle qui décrit le mouvement oscillatoire. Donc on peut faire ça de deux manières en fait. On peut faire ça à l'aide d'une décomposition vectorielle des forces, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et dans une autre vidéo, on va analyser la même situation, mais dans ce cas-ci, on va étudier les bilans énergétiques. Donc l'énergie potentielle de pesanteur qui sera transformée en énergie cinétique. Mais ce ne sera pas le but aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se limiter à l'analyse vectorielle de ce problème. Et la force la plus importante qui joue un rôle ici, c'est en fait le poids de la boule de masse m. Et le poids, il est normalement noté P.
avec les flèches donc, sous forme vectorielle. Et ce poids peut être décomposé. Et pour décomposer cette force-là, il faut d'abord introduire un système d'axes. Et donc, j'ai déjà commencé ici à mettre l'axe en direction des x, donc dans cette direction-ci. Donc ici, on a un vecteur normé EX, et on peut aussi donc, mettre un vecteur EY qui pointe dans cette direction-ci. Donc on va appeler ce vecteur EY. Et donc on a deux vecteurs unitaires qui sont là qui vont nous servir comme vecteurs de base dans un système orthonormé. Donc ici on a le poids, et donc à l'aide de ces deux vecteurs-là et ces deux directions-là, on peut le décomposer en deux parties. Donc une partie perpendiculaire au mouvement oscillatoire. Donc le mouvement oscillatoire, il sera effectué dans cette direction-ci. Et une direction perpendiculaire, c'est sa composante perpendiculaire. Donc on va la mettre et on va l'appeler P perpendiculaire. Ça c'est le symbole pour la perpendicularité. Et une partie qui est parallèle au mouvement oscillatoire, et on va l'appeler P parallèle. Donc on va utiliser le symbole de parallélisme. Donc ça c'est la décomposition du vecteur poids dans ces deux composantes. Voilà. Donc une fois qu'on a mis les vecteurs dus aux forces gravitationnelles, il faut aussi mettre ce qu'on appelle la tension dans le fil, parce qu'il n'y aura pas d'allongement ici dans cette direction-ci, mais seulement un mouvement oscillatoire dans cette direction-ci. Donc en fait, il y a une force de rappel qui doit équilibrer en fait la partie perpendiculaire, la partie perpendiculaire au mouvement et donc parallèle au fil de longueur L. Et ce vecteur-là, il aura la même longueur, mais il sera pointé en sens inverse, au sens opposé, puisqu'il nous faut un équilibre de force. On verra ça plus tard. Donc je vais mettre le vecteur tension. Donc le voici. Donc ça c'est le vecteur qui est généralement noté T et qui a la même longueur que le vecteur P perpendiculaire. Donc là du coup on a mis toutes les forces qui jouent un rôle ici dans ce mouvement oscillatoire. Et donc avec ça, il nous manque encore une chose, donc c'est en fait l'angle θ, qui est l'angle qui mesure l'écartement entre sa position d'équilibre et la position où on lâche la boule de masse m. Et cet angle-ci, θ, en fait, on le retrouve encore une fois ici, donc θ. Puisque ces deux, le vecteur ici et la position d'équilibre sont parallèles, et en fait, là, le vecteur et la longueur L ils sont en fait aussi parallèles, même confondus ici. Donc voilà, on est prêt, on a mis tous les vecteurs et l'angle, donc on est prêt pour le bilan des forces. Et donc ce qu'on va faire, on va d'abord mettre les forces en direction Y. Donc on aura une composante des forces qui sera étudiée en direction Y. Ah oui, ce qu'on peut encore mettre, c'est l'origine en fait du système. Donc ici O, l'origine, qui se trouve, qui est confondue avec le centre de masse de la boule de masse M. Donc en direction OY, qu'est-ce qu'on a? Mais en fait, on a une force T qui pointe dans le sens du vecteur unitaire. Et on a une composante perpendiculaire au mouvement oscillatoire, mais qui pointe en sens opposé. Donc là, la flèche pointe dans l'autre direction, en sens opposé en fait. Donc il faut mettre un moins, puisqu'on est opposé au sens positif. Donc on met un moins, PT. Et comme je l'ai déjà annoncé, le fil il ne va pas s'allonger, donc la longueur, elle, reste constante au fil du temps. Et donc, la somme des deux forces doit être équilibrée, et ça signifie que la somme des deux forces doit être nulle. Donc, tout ça doit être nul. Et puis, on a encore l'autre mouvement en direction du
du phénomène oscillatoire. Donc on part de l'origine O une fois de plus et cette fois-ci on met le vecteur unitaire EX. Et qu'est-ce qu'on a comme force ici? En fait on a la force P parallèle. Et comme ici la position varie, ce qui n'est pas le cas en direction Y, mais ici la position varie dans ce sens-là, il faut tenir compte du principe fondamental de la cinématique qui dit que la somme des forces extérieures égale au produit masse fois accélération. Donc ici, la somme des forces extérieures en direction OX, ce n'est que la composante parallèle. Et de l'autre côté, on a la masse multipliée par ce qu'on appelle l'accélération du système. Et en physique, on note ça souvent x avec 2 points. Et x avec 2 points, c'est la deuxième dérivée temporelle de la position. Donc x est une fonction du temps et on la dérive 2 fois. Et donc les 2 points marquent en fait qu'on utilise la deuxième dérivée de cette fonction x de t. Voilà. Donc maintenant on est prêt. On a décomposé en fait le système suivant les deux axes qu'on a introduits. Donc ce qu'il nous faut encore, c'est une expression pour cette partie-là. Donc la partie parallèle du vecteur poids. Donc ce qu'on va faire, on va ici on va analyser, on va étudier la décomposition vectorielle. Décomposition vectorielle de la partie parallèle du poids. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, on a... Non, ce n'est pas seulement la partie parallèle, mais du vecteur P en entier, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... donc, pour trouver la partie P parallèle, à partir où on essaye de l'exprimer en fonction du poids P et de l'angle d'écartement θ. Donc en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Donc le sinus ici a un triangle rectangle et le sinus est défini comme côté opposé divisé par hypoténuse. Donc l'hypoténuse, en fait, c'est la norme de P et le côté opposé, c'est justement la partie P parallèle. Donc P parallèle égale sinus θ multiplié par la norme P. Et de l'autre côté, on a la partie perpendiculaire aussi. Et la partie perpendiculaire, donc c'est cette partie-ci. Et le cosinus, il est défini comme le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc ici, ce sera simple, ce sera cosinus θ multiplié par la norme du vecteur poids. Ce qu'on peut encore ajouter, c'est que cette base ici, EX et EY, forment un couple de vecteurs orthonormés. Donc on va rajouter ça ici comme info supplémentaire. Donc en fait, le vecteur EX, il est perpendiculaire au vecteur EY et il forme un système, ce qu'on appelle orthonormé. Donc les normes des deux vecteurs unitaires sont égales à 1. Donc ça, c'est comme info supplémentaire pour le choix d'axe du système et du système de coordonnées qu'on a choisi. Donc avec ça, on est prêt pour étudier maintenant le phénomène oscillatoire et pour déduire en fait de ces équations-ci l'équation différentielle qui décrit le mouvement oscillatoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler cette équation-ci 1 et on va appeler celle-ci 2. Donc, à partir de 1, donc ici, on cherche maintenant l'équation
équations différentielles qui décrivent le phénomène oscillatoire. Et à partir de l'équation 1, on réarrange en fait cette équation et on s'arrange de manière à obtenir la partie P perpendiculaire de l'autre côté. Donc le signe moins il disparaît et on remplace son expression par l'expression qu'on a trouvée à travers la décomposition vectorielle. Donc en fait ici on a T égale la partie perpendiculaire qu'on retrouve de l'autre côté sans signe moins. Et on utilise ici la décomposition, donc T égale cosinus θ multiplié par la norme du vecteur poids. Et de l'autre côté, on a la deuxième équation dans la direction OX. Et cette fois-ci, c'est assez simple. On laisse l'équation sous cette forme-là, mais on remplace justement l'expression qu'on a trouvée à travers la décomposition vectorielle et on la remplace ici dans l'expression initiale. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça signifie tout simplement qu'on a ici donc, la partie parallèle, donc sinus θ fois P égale le terme masse de la boule multiplié par son accélération. Voilà. Donc ici, on a un premier système d'équations qui décrit le phénomène, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que ici, par exemple, d'un côté, on ne retrouve pas la position en coordonnées x, mais on a seulement une position en fonction de l'angle θ, et de l'autre côté, on a une fonction en fait qui est une fonction du temps, mais pas directement de manière explicite une fonction de l'angle θ. Ce qu'on peut encore rajouter ici, ce sont les expressions pour ce qu'on appelle donc en fait le produit en fait ou la norme plutôt du poids. Donc on sait que le vecteur P, ça c'est le poids, et de manière générale, il est caractérisé par la masse multipliée par ce qu'on appelle le petit vecteur G, qui est l'accélérateur de la pesanteur, donc qui caractérise le champ gravitationnel et qui fait que tout objet tombe par terre, qui est accéléré vers le bas. Et donc, au niveau des poids, des normes, pardon, donc on trouve que le P égale m fois g, puisque le vecteur g et le vecteur poids sont des vecteurs en fait qui sont confondus. Donc le vecteur g, petite accélération, on le retrouve ici. Il est multiplié, donc rallongé par une quantité m, qui est la masse de la boule. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est on peut réécrire ces deux équations sous la forme suivante. Donc la tension égale cosinus θ multiplié par le produit masse fois petit g. Et ici, on trouve que sinus θ multiplié par P, donc m fois g, égale masse fois deuxième dérivée de la position de la boule. Voilà. Et puis, on va encore introduire une petite simplification, puisque, en fait, ici, dans ce qu'on va faire d'abord, on va essayer de trouver une expression ici pour le côté droit et exprimer x en fonction de l'angle. Donc, comment est-ce qu'on exprime x en fonction de l'angle? Ben, en fait, c'est assez simple. Un petit arc ici est donné par donc un petit arc ici dx. Donc, relation position-angle. Donc un petit arc ici dx
est donné par le produit longueur de la tige fois l'angle d'écartement dθ. Et à partir de là, on peut facilement trouver que la deuxième dérivée dx carré, la deuxième dérivée par rapport au temps, égale L, qui est une constante, multipliée par la deuxième dérivée de l'angle, aussi par rapport au temps. Donc en fait, ça c'est identique au x avec 2 points, et là on pourrait mettre aussi le θ avec 2 points. Donc on va mettre ça, il y a une équivalence entre ce qu'on a, cette équation-là, donc x avec 2 points égale L fois θ avec 2 points. Et avec ça, on est prêt, donc on va appeler cette équation ici star, et on va donc mettre star dans 2. Et qu'est-ce qu'on obtient? Mais en fait, qu'est-ce qu'on obtient? Déjà, on voit qu'on peut simplifier ici par la masse, parce que la masse, elle apparaît des deux côtés. Donc ici, on peut la laisser de côté. On peut diviser donc, chaque membre, chaque côté par 1 sur masse, et la masse disparaît. Et puis, ce qui nous reste, en fait, c'est une équation du type sinus θ multiplié par g égale, et puis on va remplacer l'expression pour x, deuxième dérivée temporelle, dans l'équation ici, donc dans 2, et on obtient finalement égale L fois θ 2 points. Et ça, c'est une bonne chose parce que maintenant, on voit que des deux côtés de l'équation, on a la même variable. On a ici θ, une constante, égale une autre constante et une fonction aussi de θ. Une fonction θ qui est fonction du temps. Voilà. Donc, on va encore réarranger ça un peu. Réarranger ça. Il faudra juste veiller à ne pas savoir oublier quelque part un signe moins. Voilà, donc ici en fait, ça se pointe dans le sens positif. Et ça c'est une force de rappel. Donc il faut rajouter ici un signe moins. Et ce signe moins, on le retrouve partout. Donc on a remplacé ici dans l'équation 2 P parallèle par sinus θ fois P. Donc il faut mettre aussi un signe moins ici. Et finalement, on réutilise l'équation 2. Donc le signe moins, il réapparaît aussi ici parce qu'on copie tout simplement. Donc on est prêt, on réarrange un peu l'équation et on obtient finalement l'équation différentielle qui décrit le mouvement oscillatoire. Donc, j'ai pris en fait cette partie-ci de l'autre côté et j'ai réarrangé. Et voici donc l'expression finale qui décrit le mouvement oscillatoire en fonction de l'angle d'écartement ici θ. Donc, cette équation-ci n'est pas facile à résoudre parce qu'en fait, c'est une équation différentielle du deuxième degré, donc deuxième dérivée temporelle, mais qui est hautement non linéaire, parce qu'ici, on n'a pas la fonction θ, tout simplement, mais on a le sinus de θ. Et en fait, on voit la non-linéarité très bien à partir du développement de Taylor, donc un développement en série, où en fait, on a ici une somme infinie de termes en θ au carré, exposant 3, exposant 4, etc. Donc voilà, donc la non-linéarité est cachée là-dedans. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de résoudre cette équation-ci. Donc dans cette vidéo, on s'est limité à la description et à la décomposition vectorielle du problème en question. Et on a déduit en fait
des considérations purement au niveau vecteur et force, l'équation différentielle du mouvement en question. Voilà, donc ça c'était tout pour aujourd'hui. Donc avec ça, on est prêt pour la résolution du problème d'équation différentielle.